À la mi-septembre, collégiennes et lycéennes dûment remontées par une bande de féministes excitées, en tête desquelles on trouve bien sûr l'inénarrable Marlénou Chiapou, ont décrété qu'elles étaient libres de faire ce qu'elles voulaient, libres de leur vie, libres de leur corps. On connaît le refrain, mais ce jour-là, c'était surtout libre de s'habiller n'importe comment. Traduction, se balader le nombril à l'air avec des décolletés plongeants, le dos nu, en arborant des mini-jupes et mini-shorts, ne laissant aucun doute sur la couleur et la matière de la petite culotte. L'objectif était de se couvrir avec un bout de textile dont la surface devait avoisiner les 5 cm² en tirant dessus. Nous sommes en France, braille-t-elle, et en France, la femme est libre de s'habiller comme ça lui chante. Et si vous trouvez ça provocateur, c'est que vous n'êtes qu'un vieux mâle blanc hétérosexuel, patriarcal et catholique, donc forcément libidineux. Non mais... Passons sur le fait que oui, en ce qui me concerne, je remplis toutes les cases, pour patauger dans la libidinude la plus totale. Cela dit, disons les choses comme elles sont. Cette séquence débilitante s'appelle tout simplement de l'hystérie. Et le pauvre Jean-Michel Blanquer a bien été obligé de siffler la fin de la récré et de rappeler tout ce beau monde à un peu Mais de quoi au juste? De décence? De pudeur? De morale? Hein? De quoi qui cause le Lochner? Mais il est fou ce Lochner de dire de telles grossièretés. Michou Blanquer est plus fin, plus intelligent. Il préfère faire l'apologie d'une tenue dite républicaine. Concept flou et douteux qui risque de faire référence à l'allure dépoitraillée de la liberté version Delacroix, oh la belle poitrine à la dadame, ou de remettre au goût du jour les revendications de sans-culotte. Tout cela n'est pas très clair. Une fois de plus, la fraude des mots est à l'œuvre. Il aurait été tellement plus simple d'appeler un chat un chat. La décence, la pudeur, la morale sont de très beaux mots qu'on ferait bien d'utiliser un peu plus souvent. La décence, étymologiquement, mais qui fait encore du latin, c'est ce qui convient, ce qui est approprié. À chaque situation, la tenue qui lui correspond, dans le respect de soi-même et de l'autre. J'ai un corps que je respecte et je ne me limite pas à lui et je ne l'impose pas outrageusement aux autres. Car je suis une personne qui dépasse infiniment mon petit nombril à l'air quand ce ne sont pas mes grosses fesses qui le sont. La pudeur est bien oubliée, elle aussi. Pourtant, ce fut autrefois une belle vertu, synonyme de retenue et de délicatesse, celle que l'on apprend, ou plutôt que l'on apprenait, dès le plus jeune âge aux enfants, pour qu'ils sachent respecter l'intimité et le jardin secret de tout un chacun. La morale, pour finir, qui est le pire des gros mots pour quasiment tous les Français lorsque l'on parle de vie affective, mais qui est d'une véritable dictature pour tout ce qui est postmoderne. Tu ne mets pas tes cartons dans la bonne poubelle, tu détruis la planète, tu mérites la peine de mort. Ça, c'est la morale. Et oui, pourtant, la morale, la vraie morale, est tout simplement la préservation des bonnes mœurs et de la civilisation qui permet d'éviter que le monde ne sombre dans le cloaque, la vulgarité, la violence. Une personnalité connue pour son athéisme militant, me disait très récemment que la décence était une manifestation évidente du savoir-vivre. Manifestement, le savoir-vivre évident est une notion qui se perd. Lesbos était une délicieuse petite île grecque comme il y en a des centaines sur la mer Égée. Sauf que pour son grand malheur, elle est située à moins de 10 km des côtes de la Turquie, constituant ainsi une tête de pont parfaite pour l'entrée des migrants dans l'Union européenne. Depuis des années, des dizaines de milliers de clandestins ont envahi ce petit territoire grec.
À quelques encablures de Mytilène, la principale ville de l'île, croît et prospère un camp de réfugiés, évidemment provisoire, de ce provisoire qui dure et que nous ne connaissons que trop bien. Le camp ne cesse de voir son volume augmenter. Initialement conçu pour abriter 2000 personnes, il en compte aujourd'hui probablement 10 fois plus. Inutile de préciser que les conditions sanitaires y sont inexistantes. Pas de distanciation sociale qui tienne par là-bas. Les violences et trafics de toutes sortes y sont permanents. Une situation explosive, d'autant que ce camp n'est pas le seul. L'île en compte d'autres, tout autant débordés. Au printemps, les clandestins avaient saccagé, dans la joie et la bonne humeur, 5000 oliviers, mettant à mal l'équilibre de l'île, puisque ces arbres bien sympathiques en sont la principale ressource. Les habitants de Lesbos, au départ plutôt accueillants, commencent à avoir le tzatziki qui leur monte au nez et en avoir ras le migrant. Récemment, histoire de s'occuper, de se passer les nerfs ou de faire bouger les choses au choix, 35 migrants testés positifs au coronavirus ont eu l'idée de flanquer le feu au camp et surtout d'interdire aux pompiers d'éteindre l'incendie. Cette fois, ça sentait plus que le roussi, ça sentait carrément le cramé. La situation est devenue totalement ingérable. Tous ces migrants sont en attente d'un hypothétique statut d'accueil, mais ils sont des dizaines de milliers dans ce cas, dispersés sur le chapelet des îles grecques de la mer Égée. Et l'Europe, on le sait, n'a rien à leur offrir d'autre que le délire immigrationniste de quelques dirigeants qui doivent habiter sur la planète Mars. Alors, la marmite macère, brûle et empoisonne tout le monde, et en premier lieu, les habitants de l'île de Lesbos. Heureusement, Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, vous le connaissez? Moi non plus, a trouvé, lui, la solution innovante à laquelle personne n'a pensé depuis 40 ans. Il propose que la France accueille 100 des clandestins de Lesbos. Tiens donc, voilà qui va certainement arranger les affaires de tout le monde et frustrer les 19 900 clandestins qui n'auront pas la chance, la joie, le bonheur de venir échouer du côté de la porte de la chapelle Aubervilliers. Monsieur Clément Beaune ne s'étend évidemment pas sur le sort qui est réservé à cette centaine de privilégiés. Il préfère en appeler à la solidarité européenne et appeler ses confrères des pays de l'Est à y mettre un peu du leur, à faire de même en acceptant de prendre leur part. Pour l'instant, curieusement, les dirigeants de ces pays ne répondent pas. Leur ligne SFR ou Bouygues Télécom doit être en dérangement. Grand classique du monde de la culture et de la politique, quand nos bons ministres s'ennuient, c'est vrai qu'il y a fort peu à faire en ce moment, ils se tournent vers la montagne Sainte-Geneviève et se disent « Tiens, et si on panthéonisait quelqu'un » Panthéoniser, verbe transitif, action de mettre au panthéon. Action consistant à troubler le repos éternel d'une personnalité connue du monde politique, artistique ou littéraire en l'enfermant dans un temple maçonnique fréquenté uniquement par les touristes étrangers et les voyages de classe, tout cela au nom des vertus républicaines. Les prochaines victimes sur la liste sont les poètes Rimbaud et Verlaine. L'idée de les panthéoniser est déjà en soi une absurdité. L'un et l'autre sont la quintessence de l'anticonformisme. Or aujourd'hui, le Panthéon est le nirvana du conformisme bien pensant. Verlaine, à toute chose, préférait l'impair, et quel impair en effet que de le condamner à pareille sépulture. Quant à Rimbaud, lui qui avait son auberge à la Grande Ourse et allait sous le ciel contempler les étoiles au doux froufrou, il n'est certainement pas enthousiasmé de là où il est par la perspective que son corps mortel finisse emprisonné dans du marbre en compagnie de personnages parfois bien peu fréquentables. Mais le comble du comble est atteint lorsqu'il est proposé de les panthéoniser ensemble, entre guillemets. Oui,
Les deux poètes maudits ont eu une relation qui, à l'époque, a défrayé la chronique. Mais elle n'a eu qu'un temps. Elle a été passablement compliquée et orageuse, et s'est terminée à coups de revolver. Et ni l'un ni l'autre ne voulut plus ensuite en entendre parler. Verlaine mourra sans avoir jamais revu Rimbaud, et Rimbaud finira par fréquenter une femme. Quelle horreur! Rimbaud devenu hétéro, allô LGBT? Dans ces conditions, pourquoi les condamner à cohabiter pour l'éternité? Pourquoi ne pas les paxer pendant qu'on y est? Ah non, c'est vrai, aujourd'hui, on pourrait même les marier. Quelle mascarade! En réalité, et comme toujours, il s'agit de se mettre à plat ventre devant le lobby LGBT qui ne peut pas s'empêcher de réduire les gens à leur arrière-train ou à leur entrejambe. Pour échapper à ce grand n'importe quoi, il y a peut-être une solution. Rimbaud, après avoir joué les poètes sulfureux, est parti s'établir en aventurier en Abyssinie, où il s'est livré à toutes sortes de trafics. Avec un peu de chance, il a même été marchand d'esclaves. Cela n'est pas avéré, mais cela vaut le coup de tenter une contre-enquête. Cela pourrait peut-être lui permettre d'échapper au Panthéon. Ouf! L'industrie française ne se porte pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Bien qu'il y ait beaucoup de chômage en France, elle peine à embaucher dans certains secteurs. Des boulots peu valorisants, un minimum physique, une image désastreuse amplement véhiculée par l'éducation nationale. Si t'es un gros nul, fais une filière pro, mec. En gros, il n'est pas évident, dans ces conditions, de susciter des vocations. Quant à la réforme de l'apprentissage, c'est un serpent de mer auquel personne n'ose vraiment s'attaquer et cela fait des décennies que ça dure. Mais il existe une solution alternative, bien commode et estampillée d'un beau label politiquement correct. Embaucher des migrants. Là, on a tout bon. On fait du social, du philanthropique, on embauche, on renouvelle les générations, que du bonheur. C'est ainsi que ce bon journal, Le Parisien, dresse le portrait élogieux de Bertrand et Michel, qui ont de bonnes têtes, de bons entrepreneurs travailleurs, qui font de l'usinage dans le Pas-de-Calais et qui viennent d'embaucher Moussa, 17 ans, venu de Guinée, et Youssouf, 19 ans, arrivé tout droit du Mali. Elle n'est pas belle la vie? Embaucher des migrants, c'est le bon plan. Nous pouvons bien nous douter que ça ne doit pas coûter très cher et que les braves Moussa et Youssouf ne vont pas être trop regardants sur les conditions de travail. Que du bénéfice pour tous, qu'on vous dit. Encore un peu, et on nous ferait croire que Bertrand et Michel sont les héros des temps modernes, les chevaliers de la migration, sauvant la veuve et l'orphelin. Mais ils ne font que tirer parti d'une situation qui leur est tout ce qu'il y a de plus favorable. Comment leur jeter la pierre ? Tout est fait pour les y pousser. Mais personne ne veut se pencher sur les effets pervers de la situation. On embauche des migrants au détriment de jeunes Français et l'on accentue au niveau global de la population le poids de l'immigration sur la société en termes de prestations sociales bradées, mais aussi d'assimilation ratée, de population non intégrée, de changement de mode de vie, d'éducation, de religion, etc., 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 comme disent les 6 derniers Français à comprendre encore le latin. Il serait juste d'inverser les choses puisque l'embauche de migrants profite à ceux qui l'effectuent, mais pèse sur la société tout entière. Cela mériterait un petit rééquilibrage fiscal, non? Vous embauchez un migrant, prévoyez donc de payer une taxe qui permettra de financer tout ce que cet appel d'air à l'immigration va coûter aux contribuables. Et alors, bizarrement, Bertrand et Michel risquent de se séparer de Moussa et Youssouf pour embaucher Kevin et Arthur. Et alors là, bizarrement, le journal Le Parisien ne parlera plus jamais de Bertrand et Michel.
bambins sont de retour sur les bancs de l'école, dûment masqués, distanciés et désinfectés. Mais voilà que se présente un terrible casse-tête pédagogico-sanitaire. Que faire pour la photo de classe? Si l'on met tous ces chers petits côte à côte, on ne respecte plus la fameuse distanciation sociale et l'établissement risque d'être accusé de favoriser la contagion. Nouveau cluster en vue. Comme disait Cyrano de Bergerac, non, merci. Si les enfants gardent leur masque, quel est l'intérêt intrinsèque d'une photo de classe? À moins d'individualiser les masques en collant une photo de chaque garnement sur chaque masque. Mais dans ce cas, l'élève ne peut plus respirer et risque de mourir d'étouffovirus. Non, merci. On peut aussi supprimer la photo de classe, purement et simplement. Mais il devient politiquement compliqué de faire comme si de rien n'était. Et quid du vivre ensemble scolaire qui se retrouve alors sérieusement avec du plomb dans l'aile? Non, merci, non, merci. Bigre. Voilà un problème digne des épreuves de certificat d'études session 1887. Je cite. Sachant que le coronavirus reste suspendu en moyenne 1,3 dixième de seconde dans l'air et que les enfants sont distants de 7 cm sur le banc pour la photo et que la maîtresse risque d'éternuer un peu violemment pour cause d'allergie à la fleur de plantain, combien faut-il rémunérer le photographe qui vient immortaliser la promo 2020-2021 du cours élémentaire et quelle est la probabilité que le dit photographe attrape le virus? Question subsidiaire. Combien de jours d'attente le photographe devra-t-il patienter avant de se faire tester? Et combien de mois faudra-t-il qu'il attende pour avoir les résultats du test? Ne rions pas. Le problème est suffisamment sérieux pour que BFM ait cru bon de s'en emparer et d'y consacrer un reportage tout entier. La solution, ma foi, pourtant la plus évidente, consistant à reporter la prise de la photo de classe au printemps, semble ne pas avoir été retenue en haut lieu. Trop risqué. Preuve qu'à l'Éducation nationale, on sait voir loin. L'on ne pourra peut-être pas faire de photos au printemps 2019. Qu'on se le dise, le Covid 2019 est bien programmé jusqu'en 2021.